Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de la Science. Ce mois-ci, on reçoit Alexia Yuknovski, qui est la fondatrice et la présidente directrice générale de l'agence de communication scientifique Agent Majeur, qui existe depuis 13 ans. Dans la première partie de cet épisode des Voix de la Science, Alexia Yuknovski nous a parlé de son parcours et de sa vie professionnelle et du contexte dans lequel elle travaillait. Cette semaine, on va voir son parcours éducatif et les choix qu'elle a faits qui l'ont menée à sa vie professionnelle actuelle. Et la première question que j'ai envie de vous poser pour cette partie, c'est est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir le choix dans votre parcours scolaire ? Alors oui, j'ai eu le sentiment d'avoir le choix dans mon parcours scolaire. J'ai pas eu on m'a pas imposé des choses. Et en même temps, en fait. Mon souhait d'être ingénieur, il vient de loin. En fait, quand j'étais toute jeune, quand j'avais 10-11 ans, mon père m'avait dit qu'il avait envie, qu'il me voyait bien en ingénieur, quoi. Voilà, bon, bref. Et c'est vrai que il est décédé quelque temps après, et mine de rien, c'est resté, et je me suis dit, je vais être ingénieur. Et donc voilà, donc j'ai l'impression d'avoir le choix, mais en même temps, quelque part, c'était comme si en faisant ces études-là, je répondais à un désir qu'il avait exprimé avant son décès, quoi. Donc, bon, j'ai eu le choix et en même temps, quelque part, c'était une réalisation de quelque chose que j'avais envie de faire pour lui. Bon, alors, parce que moi, il y aurait plein de métiers qui m'auraient plu aussi. Par exemple, architecte. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est chouette qu'aujourd'hui, je fasse ce métier-là. Et quelque part, ça correspond mieux à mon caractère que purement chimiste ou purement scientifique, parce que je fais plein de choses, parce que je fais de la rédaction, je fais de la communication orale. Je suis pas architecte, mais voilà, quand on fait des événements, il y a de la scénographie. Donc, je travaille avec des gens qui sont architectes. Donc, j'ai cette chance de pouvoir faire quelque chose qui, finalement, correspond complètement à ma personnalité. Ce que j'ai l'impression, c'est que vous vouliez le faire pour lui, mais vous étiez quand même assez en adéquation avec ce désir. Oui, complètement. Non, j'avais aucune contrainte parentale, puisque de toutes les façons, il était décédé. C'était vraiment moi, par rapport à, je sais pas, un souvenir, quelque chose comme ça, que je m'étais fixé cet objectif et que j'avais envie de le garder. Voilà, mais j'ai eu aucune contrainte exprimée autrement, quoi. Voilà. Sur quel point est-ce que vous pensez que votre parcours vous a le mieux préparé à votre vie professionnelle actuelle ? Moi, mon parcours, alors c'est clair que ma vie professionnelle actuelle, c'est vraiment la combinaison des différentes expériences que j'ai eues en tant que chimiste, en tant que consultante, en tant que comédienne, toutes ces compétences que j'ai pu acquérir au fil de mes expériences, elles font qu'aujourd'hui, c'est quelque part logique que j'ai créé cette activité et que je fasse ce que je fais aujourd'hui. Donc, elles m'ont préparée. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que quand j'étais dans mon école d'ingénieur, déjà à l'époque, je m'étais dit, la chimie, c'est bien, mais je ne ferai pas ça toute ma vie. Par hasard que j'ai ensuite été dans le conseil, d'ailleurs. C'est parce que je ne me voyais pas chimiste tous les jours, toute la journée. Donc déjà, dans mon école d'ingénieur, il y avait la possibilité de faire des cours complémentaires de management, de communication, de droit des brevets et de comptabilité. Et donc, j'avais choisi cette option qui nous permettait de faire des cours complémentaires de ce type-là. Donc, on était déjà dans une optique de préparer autre chose que le métier de chimiste. Et ça m'a été utile ensuite d'avoir des notions de comptabilité quand j'ai eu mon entreprise ou des notions de communication, bien entendu, ou de management. Est-ce que vous pouvez rappeler quelle école d'ingénieur c'était ? Alors, c'est l'ECPM, donc l'École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg. Donc, c'est l'ANSI de chimie de Strasbourg. Et c'était d'ailleurs super de faire des études à Strasbourg parce que c'est une ville très agréable, à la frontière avec l'Allemagne, très jolie et culturellement très intéressante. Je vous rejoins, j'aime beaucoup Strasbourg. À l'inverse, est-ce que vous pensez qu'il y a des points sur lesquels votre parcours ne vous a pas préparé ? Alors moi, justement, je trouve que j'ai eu de la chance dans mes études, dans le sens où j'ai pu m'ouvrir à d'autres matières que celles qui étaient dédiées spécifiquement au métier de chimiste. Mais en tous les cas, oui, déjà, tout ce qui est recrutement, en fait, dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'une équipe, je vous ai dit, nous, il y a des salariés, mais il y a des freelances. Le recrutement, c'est hyper important. Et donc, ça, c'est très compliqué. Et sauf à avoir une très grosse entreprise où on a des DRH, et donc il y a des gens qui s'en occupent, c'est leur métier, ils sont formés pour. C'est quelque chose qui n'est pas évident, et or, c'est essentiel. Donc, il a fallu, au fil des années, que je m'améliore dans cette partie recrutement, que j'élabore des différentes techniques pour pouvoir trouver les profils qui convenaient bien à ce que moi, je voulais pour Agent Majeur et pour nos clients.
Et puis, il y a toute une partie autour de qu'est-ce que ça veut dire la gestion d'entreprise, quels choix on fait et quels risques on prend. Et ça, je pense que, je sais pas s'il y a beaucoup de formations qui permettent ça, mais en tous les cas, la vie, c'est des risques. Donc c'est vrai que ça, en termes de gestion d'entreprise, c'est toujours compliqué. Pour moi, cette notion de risque, de me dire jusqu'où je vais dans un risque, dans un investissement par exemple qui va être important et qui va me mettre à risque si ça marche pas comme je voudrais. Donc ça, je trouve ça compliqué et je sais pas comment on fait pour se former à ça. Mais moi, je suis à la fois j'aime faire des choses nouvelles et à la fois j'aime pas trop le risque non plus. Donc quand je fais des choix pour mon entreprise, voilà, c'est vrai que j'ai jamais emprunté des centaines de milliers d'euros à la banque ou des choses comme ça pour mon entreprise. Enfin, j'ai pas fait des choix comme ça. Et donc, effectivement, pour le coup, le retour qu'on a, c'est un retour qui est proportionnel. C'est-à-dire, si on ne prend pas trop de risques, on peut se développer, mais on ne va pas exploser. Voilà. Ça, typiquement, c'est quelque chose que les études ne vous apprennent pas. Et c'est pas évident. Voilà. Mais même aujourd'hui, je me pose cette question de jusqu'où je prends des risques. Et c'est tout en sachant que si je ne prends pas trop de risques, je ne risque pas de perdre grand-chose. Mais si je prends beaucoup de risques, je risque de perdre aussi beaucoup ou de gagner beaucoup. Est-ce que ça dépend de la conjecture, mais pas seulement économique, par exemple, de vous, de votre période dans la vie, la quantité de risques que vous allez prendre? Alors, complètement, effectivement. Ça peut dépendre déjà de sa situation personnelle, c'est-à-dire est-ce que je peux me permettre de prendre un risque et de me planter? Ça, c'est évidemment important. Et puis, ça va dépendre de comment on sent effectivement la conjoncture, le marché. Typiquement, on l'a vu avec la crise du Covid, c'était évidemment une période difficile où heureusement pour Agent Majeur, heureusement pour moi, j'avais eu une gestion, comme on dit, en bon père de famille, dans le sens de mon entreprise, qui fait que j'ai pas du tout risqué de la perdre ou de la mettre en péril. Voilà, ça c'est ça qui est un peu compliqué et c'est ça qui est particulier dans les gens, parmi ceux qui nous écoutent, qui voudraient éventuellement se lancer dans une carrière d'entrepreneuriat. C'est ça qui est compliqué dans ce métier-là, c'est que c'est très différent d'un freelance. Un freelance, il peut gagner peu d'argent, gagner zéro, gagner un peu, gagner beaucoup, mais il peut pas perdre. Alors que quand on est dans une entreprise, on peut travailler pour perdre de l'argent. Ça, c'est hyper dur. Il y a des charges fixes qui sont importantes et qu'il va falloir couvrir. Et puis, au-delà de ces charges fixes, il va falloir gagner de l'argent pour soi. Et donc ça, c'est ça qui est vraiment particulier, je trouve, dans la logique même, qui est vraiment spéciale, que j'ai pas appris, qu'il a fallu apprendre sur le tas, et que je trouve à la fois, ça fait peur. Mais c'est aussi le jeu, quoi. C'est aussi le jeu. Moi, j'ai choisi cette voie-là et j'accepte, évidemment, les risques que ça comporte. Quelles sont les avancées dont vous êtes les plus fiers dans votre vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez passé, par exemple, un cap qui vous a permis d'avancer? Alors, il y a des moments dans ma vie professionnelle où j'ai été très fière, parce qu'il faut imaginer que quand j'ai commencé ma boîte, j'étais toute seule dans mon salon. Donc c'était évidemment avoir un salarié, avoir des locaux. Ça, c'était des moments qui m'ont rendue fière. Et puis là, aujourd'hui, on est dans des locaux plus grands, plus beaux. Ça, c'est des étapes qui se franchissent et qui sont vraiment agréables. Se dire, ça y est, on est arrivé à un certain niveau. Donc ça fait plaisir. Et puis, ce qui me permet d'avancer aussi, c'est aussi la confiance que les clients nous accordent. C'est-à-dire que parfois, les clients nous accordent peut-être même davantage de confiance que ce que nous, on s'accorde à soi-même. Et parfois, on se dit, mais pourquoi ils ont fait appel à nous pour faire ça? Sur certaines missions qui sont particulièrement importantes ou stratégiques, où on se dit, c'est lourd, mais en même temps, c'est génial, parce qu'évidemment, c'est là qu'on va pouvoir se dépasser, aller au-delà de ce qu'on sait faire. Vous avez des exemples? Oui, parfois sur des événements avec des budgets énormes où on se dit, mais oulala, est-ce qu'on va arriver à faire tout ça et à le faire bien? Et puis au final, évidemment, moi je suis très soucieuse de tout ce qu'on fait, de la qualité de ce qu'on rend. Donc on met en œuvre les choses pour que ça marche. Mais c'est vrai que ça, souvent le fait que les clients nous demandent des choses qu'on sait potentiellement pas faire ou pas bien faire parce qu'ils ont confiance en nous et qu'au final, bien sûr, ça, on se rend compte qu'on a su le faire et que ça s'est bien passé. Ça, c'est des étapes hyper importantes. Donc, c'est pas uniquement les choses qui viennent de soi, c'est aussi des choses qui viennent des autres et de la façon dont ils vous perçoivent et de la confiance qu'ils vous accordent. À l'inverse, est-ce que vous avez eu des événements que vous avez considérés comme des échecs à l'époque et qui vous ont, selon vous, permis de rebondir? Alors, un des échecs dans mon parcours, c'était quand j'ai postulé dans différentes écoles d'ingénieurs, justement,
Je me souviens d'un entretien que j'avais eu avec un parterre de gens et je ne savais pas du tout qu'il y aurait un jury de 8 personnes devant moi et moi je ne m'étais pas du tout préparée, c'était horrible et donc j'ai beaucoup souffert parce que je n'avais pas du tout anticipé les questions, les réponses, enfin, c'était vraiment compliqué pour moi et je m'étais dit j'ai pas trop envie que ça se reproduise parce que là j'ai vraiment loupé une très belle occasion de rentrer dans une très bonne école, ça aurait été vraiment... Bon, bref, c'était vraiment quelque chose que dont j'avais envie à ce moment-là et que j'ai pas pu obtenir. Et c'est vrai qu'ensuite, je me suis mise dans une démarche militaire de préparation à chaque fois que j'avais un nouvel entretien. Et donc, quand j'ai ensuite postulé en tant que consultante, à chaque fois que j'avais un premier entretien, j'avais le deuxième entretien, troisième entretien, proposition de poste. Enfin, donc, en fait, c'est vraiment ce côté très... préparatoire de la prise de parole en public et aujourd'hui c'est mon métier, j'ai écrit un livre sur la prise de parole en public, enfin donc c'est évident que cet événement-là, ça m'a fait comprendre à quel point voilà, il y avait un travail de préparation, il y a tout. En fait, ce qui est bizarre en communication, c'est que ça a l'air toujours hyper simple. Et tout ce qui est très bien et très simple, ça a l'air très facile. Mais en fait, c'est compliqué d'être simple. Et c'est compliqué de faire des choses qui soient synthétiques. Et ça, si on ne l'apprend pas via un échec comme là, ou via nous, ce qu'on enseigne dans nos formations, on peut avoir l'impression que les autres, ils sont très forts et qu'ils se débrouillent très bien, qu'ils sont très brillants. Et on ne sait pas pourquoi, alors qu'en fait, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Et donc ça a été important dans ma carrière. Après, ce que je voudrais préciser par rapport à cette question sur les échecs, c'est que c'est une question typique qu'on poserait dans un entretien d'embauche que je ne passe pas aujourd'hui, mais que des recruteurs pourraient poser. J'aurais pu répondre, et je vais le dire très franchement à ce micro, j'aurais pu répondre quelque chose d'un peu plus inavouable. Bon. Mais justement, j'ai pas envie. Je veux bien avouer des trucs, mais je veux pas tout avouer non plus. Il y a des échecs que j'ai même pas envie de les partager. Malheureusement, on en est là. Mais effectivement, tous, j'ai pas envie de les partager avec plein de gens. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous dis, vous serez bien sûr confronté à ce genre d'entretien également. Et que vous, Irène, mais vous, les auditeurs, quoi. Et puis, en général, dans une carrière professionnelle, pas uniquement même en entretien d'embauche. Et que c'est vrai qu'il faut être préparé à ce genre de questions et qu'il faut être préparé à y répondre et à éviter de mettre l'accent sur quelque chose sur lequel on est un peu faible, même si, bien entendu, personne n'est parfait et qu'on a tous nos faiblesses. Mais voilà, essayer de répondre à quelque chose qui est avouable, un échec avouable. Donc, il faut faire la liste des échecs et trouver lesquels on peut partager. Non. Oui, parce que malheureusement, des échecs, j'en ai tous les jours. Enfin, j'exagère, mais enfin, j'en ai régulièrement. Et évidemment, des succès aussi. Heureusement, c'est ça ce qui fait qu'on continue à tenir. Mais la vie, elle est faite de ça. Donc, après, il y en a que j'ai envie de partager et il y en a que j'ai pas du tout envie de partager. Parce que c'est un peu... Voilà, c'est pas... Ça me mettra pas suffisamment en valeur. Voilà, et que j'ai pas envie nécessairement de raconter ça à tout le monde. Vous voyez, des gens que je connais pas. Est-ce qu'il y a un choix ou une décision que vous avez considéré avec le recul comme crucial dans votre parcours ? Alors, ce qui était important déjà dans mon parcours, quand j'ai créé Agent Majeur, c'était que je voulais pas que ce soit Alexia Yuknovski Consulting, mais Agent Majeur. Donc déjà, c'était que je voulais que ce soit une entreprise et que je sois pas seule. Ça, c'était vraiment hyper important et c'était ma notion et ma vision de ce que je voulais pour moi, pour l'avenir. Et donc, c'est vrai que dans mon esprit, c'était quelque chose de groupe. C'est-à-dire qu'il fallait que... j'ai commencé certes toute seule dans mon salon, mais il fallait que ça devienne une équipe et plus ou moins étendue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des salariés, j'ai des freelances, donc au final, il y a une quinzaine de personnes avec lesquelles je travaille très régulièrement. C'est ça qui est agréable, quoi. C'est ça qui est chouette et que moi, je me voyais pas faire... moi, tout le temps. J'avais pas envie de ça. Donc, j'avais envie de quelque chose où on serait plusieurs et où... mon rôle, ce serait de faire en sorte que ça marche. Et moi, je pensais plutôt sur cette question au parcours scolaire, universitaire. Est-ce que dans ce parcours scolaire universitaire, il y a eu des choix particulièrement décisifs pour la suite ? Pour moi, ce qui a été décisif pour la suite, c'est plutôt après. C'est-à-dire que c'est justement les études, pour moi, c'était... quand ça s'est terminé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais cet objectif d'être ingénieur, que je m'étais fixé parce que j'en avais discuté avec mon père, mais une fois que j'ai été diplômée, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc, au final, non, pendant mes études, ça m'allait bien, je suivais cette voie, mais une fois que je l'ai suivie et que je suis arrivée au bout, j'étais là, maintenant... je fais quoi ? Donc non, mon parcours scolaire, c'est ensuite que j'ai changé des choses et que finalement, je suis arrivée à construire le métier qui me plaisait.
À l'inverse, qu'est-ce que vous changeriez dans votre parcours si vous pouviez le refaire ? Moi, je ne changerai pas mon parcours parce que de toutes les façons, j'assume tout ce que j'ai fait, même si je ne partagerai pas tous mes échecs avec vous aujourd'hui. Mais j'assume et même voilà, tout ce que je fais et ce que j'ai fait, c'est comme ça. Voilà, c'est le passé. J'ai fait ce que j'ai pu au mieux possible à chaque étape de ma vie. Par contre, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est de me dire, je vais continuer à développer mes compétences encore. Donc c'est ce que je fais dans mon métier parce que j'ai besoin d'apprendre toujours, mais aussi par exemple là régulièrement, récemment je me suis formée de nouveau au management. C'est développer mes propres compétences au fur et à mesure. Je pense qu'en tous les cas c'est ça qui est important de se dire quand on est encore étudiant ou en recherche d'une voie, c'est que ça s'arrête pas à la fin des études. On peut apprendre toute sa vie dans son métier, mais aussi au travers de formations complémentaires qu'on va faire. Et c'est pas un point final, c'est juste le début d'une histoire qui va être différente. Les échecs et les choses qui marchent pas comme on veut, c'est un peu monnaie courante dans les études, dans la vie professionnelle. Quels conseils vous donneriez à des jeunes étudiants et étudiantes pour les surmonter ? Déjà qu'effectivement, c'est normal de connaître l'échec et malheureusement, c'est la vie, c'est le quotidien de chacun d'entre nous. Voilà, je pense qu'on y est tous confrontés très régulièrement et la vie génère plein de frustrations, c'est comme ça. Après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris de ce que je peux considérer aujourd'hui comme un échec, parce que ça se trouve qu'un jour, vous le verrez plus comme un échec parce que vous en aurez fait autre chose. Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que ça peut m'amener à vouloir changer ? Parce que c'est pas parce qu'on a vécu un échec qu'on doit changer. Parfois, on vit un échec parce qu'on a en face de nous des gens avec lesquels peut-être qu'on peut pas construire des choses. Vous voyez, imaginons vous postulez pour un poste, vous l'avez pas, mais peut-être que c'est très bien parce que finalement, ça vous aurait pas correspondu. Donc ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a un échec, on doit changer. C'est ça ce que je veux dire. Donc il y a à la fois qu'est-ce que j'ai appris, parce que nécessairement on apprend quelque chose, et est-ce qu'il y a des choses que je dois changer ? Voilà, c'est ces deux choses c'est ces deux questions qui sont intéressantes quand on a ce qu'on pourrait considérer comme un échec. Mais effectivement, il y a rarement un échec trop violent. Je veux dire, il y en a qui font mal, il y en a qui sont douloureux, ça c'est sûr, mais au final, avec le temps, tout s'estompe, quoi. Donc la douleur, elle disparaît et on prend du recul. Et surtout, voilà, c'est un chemin de vie. La vie, elle est comme ça. La vie, c'est un échec régulier et c'est des réussites régulières. Et ce qu'il faut faire, faut faire en sorte, on va dire, qu'il y ait davantage de réussites que d'échecs. Mais elle est émaillée des deux, voilà. Merci beaucoup Alexia Yuknovski pour vos réponses. Est-ce que vous pouvez rappeler les références de votre livre ? Alors, le livre que j'ai écrit, en fait, je l'ai coécrit avec James Bowers et il s'intitule Sell Your Research, Public Speaking for Scientists et il est édité par Springer. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Voix de la Science. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu, ça nous fera extrêmement plaisir. On tient à remercier pour cet épisode le studio de Radio Olympiade qui a accepté de nous accueillir pour l'enregistrement. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Voix de la Science. À bientôt. À bientôt.